Alors les origines de la crise actuelle, elles se situent en fait beaucoup plus dans la façon de fonctionner des banques centrales aujourd'hui, notamment de la BCE et de la Fed, plutôt que dans ce qu'on peut imaginer, à savoir le monde de la finance, la dette, ou tout ce qui a été communément admis jusqu'à présent. Et en fait, la façon de fonctionner des banques centrales a été héritée, on va dire, notamment en Europe, de la Bundesbank et de ce qui s'est pu se passer dans les années 90, à savoir d'établir un mandat de stabilité des prix comme étant la base du fonctionnement de la politique monétaire européenne. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que ce système s'est révélé totalement inefficace dès 2008. Aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, parce que même si les États-Unis suivent un modèle un petit peu différent, ils en étaient inspirés déjà à ce moment-là. Et la majeure partie des banques centrales à travers le monde s'en servaient aussi. Donc ce qui s'est passé, c'est que la croissance nominale s'est effondrée à ce moment-là, et la croissance nominale est du ressort total de l'action de la BCE. Et pourtant, Jean-Claude Trichet se félicitait de l'action de la BCE, à savoir d'avoir réussi à maîtriser la stabilité des prix, alors même que la croissance et l'emploi, la croissance s'effondrait et le niveau de chômage explosait. Et donc en fait, le mandat qui devrait être originel de la Banque centrale, de toute banque centrale, est de stabiliser cette croissance et non pas de maîtriser les prix. La maîtrise des prix n'était qu'un moyen offert à la Banque centrale, et rien d'autre. Alors le choix de la maîtrise des prix comme base de la politique monétaire donc a été fait, on va dire, au milieu des années 90 pour la BCE dans la construction européenne, principalement en raison des épisodes de haute inflation des années 70 et début 80. On avait des inflations, enfin un niveau d'inflation qui était à 10% et au-delà, même autour de 15% à ces moments-là, notamment au début des années 80. Et on a insisté sur la problématique de l'inflation à ce moment-là. Et en fait, ce que ça a donné, c'est qu'en fait, on a une vision économique de l'inflation comme étant vraiment l'ennemi numéro un à combattre. Et à partir de là, on a estimé que le fait de maîtriser les prix, d'assurer au marché qu'on allait maîtriser les prix, donnait le plus de garanties pour le public. Malheureusement, ce n'est pas forcément vrai, étant donné que l'inflation n'est rien d'autre qu'une conséquence de la croissance. C'est-à-dire que pour une banque centrale, créer de la demande, comme c'est son rôle, enfin de déterminer le niveau de la demande qui va être dans le marché, dans l'économie européenne, en fait, se divise en deux variables que sont et la croissance et l'inflation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voulez une inflation qui soit à zéro, vous aurez une croissance qui sera à zéro aussi. Et voilà. Donc le tout, c'est d'arriver à trouver la ventilation qui soit à peu près confortable pour une économie et d'avoir en fait donc, une croissance qui soit acceptable pour une inflation qui soit aussi acceptable. Alors la crise de la dette, alors effectivement ce n'est pas une crise de la dette, même si c'est devenu maintenant en fait un effet, mais c'est simplement tout ça, la crise de la dette, la crise de la finance, tout ce qu'on entend aujourd'hui comme étant les causes de la grande récession ne sont en fait que des symptômes de la crise qui est principalement monétaire. À savoir ce que j'ai pu dire précédemment, c'est-à-dire que à partir du moment où vous avez une croissance nominale qui s'effondre, vous avez automatiquement une dette qui explose. À partir du moment où la Banque centrale choisit de nouveau de réorienter la croissance vers le haut et de pouvoir avoir une stabilisation de la croissance nominale, vous effacez tout le problème de la dette. C'est-à-dire qu'évidemment, vous avez une dette qui est trop importante en Europe aujourd'hui, mais ce n'est pas le problème. C'est vraiment pas le problème. Vous pouvez très bien, avec une politique monétaire adéquate, régler ce problème. Ça n'empêchera pas les gouvernements d'échapper à la responsabilité de devoir réduire ce niveau de dette, mais pas du tout dans les proportions qu'on imagine aujourd'hui, notamment avec ce qui se passe en Grèce. Alors, en 2008, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on avait effectivement une crise latente aux États-Unis, à savoir un ralentissement économique, mais seulement un ralentissement économique qui était provoqué par le ralentissement de l'immobilier et la chute de l'immobilier à ce moment-là, qui a provoqué par ricochet un ralentissement de la croissance économique en Europe. Et au même moment, on avait une flambée des prix des matières premières qui était due à la demande asiatique. Donc en Europe, ce qui s'est passé, c'est que, étant donné que la BCE ne surveille que le niveau d'inflation, on avait effectivement une hausse des prix
qui était due à la hausse du pétrole, à la hausse des matières premières en général, et que pour contrer cette hausse des prix, la BCE a choisi de resserrer le niveau de demande, alors qu'il y avait déjà en cours, à ce moment-là, un ralentissement économique. C'est-à-dire que l'action de la BCE a fait qu'accroître le ralentissement de l'économie à ce moment-là. Et en fait, donc, vous faites, par ce biais-là, en fait, par justement le fait que vous ne vous intéressiez qu'au niveau d'inflation, fait que vous allez retirer de la demande du marché alors que parce que vous avez une inflation importante. Et les conséquences, c'est que vous allez faire payer le fait d'avoir un peu trop d'inflation par les couches les plus fragiles de la société, que sont les personnes qui ont un emploi qui n'est pas forcément stable et qui vont être la première variable d'ajustement dans le marché. Et voilà, donc pour éviter à certains de subir l'inflation par les prix, vous allez faire payer une catégorie différente de la population, et cette catégorie-là, malheureusement, sont sans doute et souvent les personnes les plus fragiles du système. Alors, les market monétaristes, c'est une école de pensée qui a été, on va dire, mise en place par un économiste américain qui s'appelle Scott Sumner, qui est professeur à l'université de Berkeley à Boston, et qui en fait a repris des travaux assez anciens, et notamment s'est inspiré beaucoup de Milton Friedman sur le fait d'orienter une politique monétaire non pas via les taux d'intérêt, mais via leur communication, via sa possibilité de communication. Et de donner, on va dire, au marché, au lieu de dire au marché, voilà, nous voulons maîtriser les prix et avoir une inflation qui soit maintenue à 2%, de dire au marché, nous voulons une croissance nominale de l'ordre de 5%, notamment pour les États-Unis. En Europe, on serait plutôt à un niveau de 4%, 4,5% par rapport à l'historique. À partir de ce moment-là, vous donnez donc au marché le signal que vous allez soutenir l'économie par la demande jusqu'à ce que vous obteniez satisfaction, c'est-à-dire d'avoir 5% de croissance. À partir de ce moment-là, la réaction du marché va être d'orienter ses investissements en fonction de cette pas prévision, mais de cet objectif-là. Et donc les gens vont investir de nouveau, les gens vont consommer de nouveau pour arriver justement au final à avoir une croissance nominale de l'ordre de 5%. Alors souvent on estime que c'est irréalisable, mais à partir du moment où vous estimez que la Banque centrale contrôle le niveau d'inflation, c'est-à-dire que vous estimez qu'elle contrôle également la croissance nominale, parce que l'un est simplement la conséquence de l'autre. Alors l'impact de l'école des market monétaristes aujourd'hui sur la politique monétaire, on va dire, globale et mondiale est devenu assez important, on va dire, depuis 3-4 mois maintenant, notamment depuis le discours de Michael Woodford à Jackson Hole, où en fait il a insisté très fortement sur le besoin de changer de politique monétaire et d'instaurer effectivement un objectif de PIB nominal. Je crois que 15 jours après, à savoir le 13 septembre, l'annonce de la Fed de faire un plan d'assouplissement quantitatif illimité, en fait, c'est inspiré directement des travaux de Woodford et à la base de Scott Sumner. Donc ça, c'était le premier pas, c'est-à-dire que les Américains ont commencé à mettre ça en place. On peut estimer aussi qu'au mois de janvier, étant donné les nouvelles personnes qui vont arriver au sein de la Fed, on va avoir encore un développement de cette idée-là. En Europe notamment, la Bank of England a choisi de mettre un nouveau gouverneur à la tête de son institution et a choisi Mark Carney, qui est l'actuel gouverneur de la Banque centrale canadienne, qui est également un fervent supporter de cette théorie-là. Et la troisième banque centrale qui est en train de mettre en place le même système, c'est la Banque du Japon. Les élections prochaines du 16 décembre mettent vraiment au centre du discours politique aujourd'hui le changement de politique monétaire qui va être mené. Et Shinzo Abe, qui est pour l'instant le leader dans les sondages, propose explicitement de mettre en place un objectif de PIB nominal de l'ordre de 3% pour le Japon. Alors pour la Banque centrale européenne, ça serait le seul moyen d'orienter la politique différemment et d'avoir effectivement cet objectif de PIB nominal, sera de modifier le traité de Maastricht. C'est le seul moyen. La méthode qui a été mise en place dans le traité, à savoir la maîtrise des prix, la stabilité, le niveau d'inflation à 2%, est gravé dans le traité. Le seul moyen, ce sera effectivement de modifier le traité.